Horizon noir. Chapitre 1. Will Clark. Le Centre de recherche interplanétaire, connu de tous sous le sigle CRI, était en orbite autour d'une exoplanète Océan. Elle était visible depuis le hublot panoramique du laboratoire du docteur Will Clark. Son visage était principalement éclairé par son tableau holographique, sur lequel il notait de complexes équations. Il était plongé dans ses calculs. C'était un homme d'une 50aine d'années, chauve, qui portait des lunettes rondes. Cette dernière particularité lui était propre, car en effet, quiconque voulait voir correctement pouvait en toute simplicité utiliser un correcteur laser oculaire. Les correcteurs en verre étaient depuis bien longtemps dépassés, mais restaient encore pour certains rares excentriques un accessoire de mode. Il tenait pourtant à laisser ses yeux au naturel. Ses bras nerveux notaient des chiffres avec rapidité, alors que sa blouse blanche, qui pendait de ses bras, laissait imaginer une faible corpulence. Autour de lui étaient éparpillés des centaines de composants électroniques. Une fois le tableau rempli d'équations, il lança un programme qui les compila. Des écrans holographiques géants apparurent tout autour du laboratoire. Sur l'un d'eux s'afficha l'image vidéo d'un accélérateur de particules qui se mit en marche. Tout autour étaient affichées des centaines d'informations en temps réel provenant de l'expérience. Les résultats n'étaient pas satisfaisants pour le scientifique qui, d'un geste de la main, fit se dissiper tous les écrans, puis se dirigea vers le hublot principal. Il inspira profondément en fermant les yeux et expira doucement en observant Aqua, pour se calmer. C'était la première planète hors du système solaire conquise par l'homme. Elle n'avait pas été colonisée de par sa nature de planète océan, mais les chercheurs furent ravis de pouvoir analyser les algues et bactéries extraterrestres dont elle avait donné vie. Alors que son esprit commençait à divaguer sur l'exploration sous-marine, son Cogicom signala un appel entrant. Bien qu'il détestait les technologies intracorporelles, il avait été obligé de s'adapter à celle-ci, extrêmement intrusive car implantée dans son cerveau, qui était devenu indispensable pour communiquer. L'appel émanait d'une collègue subalterne de son département de recherche. Il l'accepta d'une simple pensée et ses yeux se figèrent. L'image d'une jolie femme apparut dans son esprit. Elle semblait gênée. « Bonsoir, Dr. Clark. Désolé de vous déranger à une heure si tardive. » « Ne vous inquiétez pas, je suis encore au labo, » répondit-il sereinement. La politesse et bienveillance de Laura lui donnaient toujours la sensation d'être important, et il aimait lui faire comprendre qu'elle ne le dérangeait jamais. Elle semblait ce soir-là anormalement excitée. « Une anomalie spatiale incroyable a été détectée. Le CRI a dépêché une équipe d'analystes qui est déjà sur place, et Jack Ward, dirigeant de l'opération, aimerait que vous preniez la tête du département de physique. Tous les détails vous seront donnés en chemin. Nous partons dans 1 heure. » Très bien, je me prépare. La communication fut coupée et les yeux de l'homme recommencèrent à bouger normalement. Il se dirigea avec hâte vers la sortie. Chapitre 2. L'anomalie. La navette arriva à destination. Le vaisseau de recherche semblait engouffré dans l'anomalie, qui apparaissait comme un vide gigantesque désorientant. Le vaisseau, qui avait été réquisitionné spécialement pour l'opération, était un des vaisseaux cartographes à la pointe de la technologie. Il était équipé de tous les outils de mesure nécessaires à l'analyse spatiale. L'équipage comportait des départements et spécialistes en tout genre, physiciens, exobiologistes, exogéologues, experts en langue et civilisation, pilotes d'élite, protecteurs et explorateurs. Clark et les autres scientifiques en tête des différents départements étaient assis autour d'une table, dans la salle de réunion du vaisseau. Jack Ward expliquait en détail les actions déjà entreprises et les caractéristiques de l'anomalie. Cette dernière occupait tout l'horizon,
et en absorbait toute la lumière, et ce, sans déformer l'espace ni générer de champ gravitationnel. Elle était comme un mur noir, dont les dimensions n'étaient pas quantifiables. Aucun des outils n'avait pu en comprendre l'essence. Ils étaient face à quelque chose qui dépassait leur connaissance. Cette anomalie fut baptisée l'horizon noir. En accord avec tous les départements, une sonde fut envoyée. Alors qu'elle approchait de l'anomalie, ses capteurs commencèrent à se brouiller et les caméras se figèrent par instants. Lorsqu'elle atteignit l'anomalie, elle ne répondit plus. Les toutes dernières images qu'elle envoya, juste après avoir traversé l'horizon noir, bouleversa les scientifiques. Les photos montraient une façade métallique striée, qui s'étendait à perte de vue dans toutes les directions. Elle comportait, au loin, un renfoncement. À certains endroits, des écritures inconnues la traversaient. S'agissait-il d'un vaisseau ? Une nouvelle sonde fut envoyée. Celle-ci ne survécut pas bien plus longtemps, mais les caméras avaient capturé des images de la précédente sonde. Elle était toujours présente et semblait en bon état. L'horizon noir se comportait comme un champ de force qui coupait la communication, mais semblait laisser en apparence tout corps qui le traversait intact. Une équipe réduite allait alors être envoyée en éclaireur. Elle comporterait un pilote protecteur, un expert en langue et civilisation et un physicien, tous issus de l'équipage du vaisseau cartographe et habitués à l'exploration. Clark demanda à prendre part à l'équipage de la mission, au plus grand étonnement de ses collègues. Pourquoi un quinquagénaire, mathématicien et physicien renommé, voudrait-il risquer sa vie ? Worg l'invita dans son bureau pour le raisonner. Ils étaient assis, l'un face à l'autre, et le dirigeant de l'opération tenait un verre à la main. « Allons, n'essayez pas de jouer au héros. Vous n'êtes pas en condition pour cette opération. » « Vous pouvez vérifier ma fiche médicale, je suis en parfaite santé, » rétorqua Clark avec défi. « Lorsque j'ai sollicité votre présence, c'était pour votre génie. » Worg but une gorgée en regardant le physicien qui resta silencieux. Il reprit. « Vous nous serez indispensable lors des futures analyses de l'horizon noir. Ne voulez-vous pas connaître sa nature, ses secrets ? Nous sommes face à quelque chose qui nous dépasse, une source inépuisable de questionnements et de recherches. » « Si, bien sûr, mais cet hypothétique vaisseau, c'est sans doute la découverte la plus importante de notre siècle, depuis le déplacement sans mouvement. » « Vous reprenez raison ? » Clark se leva de sa chaise. « Toute ma vie, j'ai toujours été plongé dans des calculs, de labo en labo, pour essayer de comprendre la matière. J'aimerais pour une fois, une seule fois dans ma vie, vivre quelque chose de réel. » Worg posa son verre et se redressa dans son fauteuil. Il fronça des sourcils et répondit à son interlocuteur d'un ton grave. « L'aventure n'est pas faite pour tout le monde. Ne savons pas ce qui se trouve au-delà de ce mur. Vous pourrez peut-être mourir, simplement en le traversant. Nous ne sommes pas en mesure d'envoyer une équipe de secours. Nous ne savons pas si les communications fonctionneront. Vous serez seul. En êtes-vous conscient ? » « Je comprends les risques. Vous ne pouvez pas refuser ma proposition. Vous ne trouverez pas meilleur physicien et je suis déjà trop impliqué dans cette opération. » Clark sortit du bureau, laissant Worg perplexe. Chapitre 3 : La mission. Les vaisseaux d'exploration du vaisseau cartographe étaient l'équivalent de petits appartements. Ne sachant pas la nature des corps étrangers à visiter, ces véhicules devaient être capables de maintenir un équipage réduit en vie durant plusieurs semaines, voire mois. Les 3 membres de l'équipage du vaisseau éclaireur étaient dans le cockpit, vêtus de scaphandres et attachés à leur siège par des sangles. Leurs combinaisons étaient souples et peu encombrantes. Elles étaient équipées d'une caméra frontale et de capteurs d'analyse. Des lumières clignotaient à un rythme régulier sur le tableau de bord, et l'anomalie recouvrait la totalité de leur champ de vision. Clark entendait des ordres de mission dans son micro-casque. « Mission Horizon Noir 01, ici le contrôle de mission.
sur le vaisseau cartographe 07. Tous les paramètres ont été vérifiés. Vous pouvez amorcer le largage du vaisseau d'exploration quand vous serez prêt. Contrôle, ici mission Horizon Noir 01, bien reçu. Paul, le pilote de la mission, était chargé de veiller sur ses deux collègues, tant au niveau physique que psychologique. Il se tourna sur son siège afin de les regarder. Son regard était vif et intense. Il demanda : « Vous êtes prêts ? » « J'ai attendu ça toute ma vie, » répondit avec hâte Elliot, l'expert en langue et civilisation. « On n'est jamais assez prêt pour vivre une chose pareille, je suppose, » lança Clark, l'air inquiet. Paul lui sourit et se retourna. À cet instant précis, Clark se demanda s'il avait pris la bonne décision. Quelle idée de partir sur le terrain! Avant même qu'il ne puisse songer à la peur qui commençait à l'envahir, un choc le bouscula et l'enfonça dans son siège. Le vaisseau d'exploration avait été largué. C'est alors qu'il ne sentit plus le poids de son corps. Il n'était plus sous l'emprise de la gravité artificielle du vaisseau cartographe. Clark entendait la voix de Paul. « Contrôle, largage effectué. Nous allons enclencher les propulseurs. » Mission Horizon Noir 01, bien reçu. Bon courage. Paul prit une profonde inspiration et enclencha une manette. Le vaisseau d'exploration fut propulsé à toute vitesse en direction de l'anomalie. Un écran holographique affichait la distance restante à parcourir. Les secondes semblaient durer des minutes pour Clark. Un décompte vocal était fait par le contrôle de mission. Mission Horizon Noir 01, 2 UA avant destination. Mission Horizon Noir 01, vous arriverez dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6... Le vaisseau d'exploration se mit à trembler et le tableau de bord émit un son strident de signal d'alerte. La cabine de pilotage semblait se déformer alors qu'elle traversait l'anomalie. Paul rabaissa une manette et se retourna alors que le vaisseau était en train de s'arrêter. Il fut obligé de crier pour couvrir le bruit de l'alarme. « Wouhou ! Rien de cassé derrière ?» Les deux scientifiques firent un geste négatif de la tête. Ils étaient visiblement sonnés par les précédentes secousses. Leur étourdissement fut de courte durée, lorsqu'ils virent face à eux l'énorme façade métallique striée. Les écrans de contrôle affichaient les retours des caméras tout autour du vaisseau d'exploration. La façade s'étalait dans toutes les directions à perte de vue, et l'anomalie était bien derrière eux. Elle laissait transparaître ce qui était de l'autre côté, de manière légèrement déformée avec des mouvements ondulatoires. Ils pouvaient voir au loin le vaisseau cartographe. « C'est incroyable », balbutia Elliot. Tandis qu'ils admiraient cette étrange structure, Paul se battait avec le tableau de bord. « Contrôle ? Allô, vous me recevez ? » Fallait s'y attendre. Toutes les communications sont coupées. « Pouvez-vous arrêter cette alarme ?» demanda Clark. « Oui, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. » L'alarme s'arrêta. Ils restèrent ainsi quelques minutes, silencieux, alors que Paul tentait de rétablir la communication. Après une bonne dizaine de minutes, il dit : « Je ne vois aucun moyen possible pour nos signaux de déjouer l'horizon noir. Nous allons devoir nous débrouiller seuls. » Le vaisseau d'exploration se dirigeait en direction du renfoncement de la façade. Les dimensions étaient gigantesques et il fallut plusieurs heures afin de l'atteindre. C'était une porte de forme carrée. Ses dimensions étaient plus grandes que la plus grosse des planètes telluriques observées jusqu'alors. Derrière la porte, c'était l'espace noir. Le vaisseau s'y engouffra. Chapitre 4. Le voyage. Ils avançaient maintenant depuis une dizaine d'heures dans le noir complet. La lumière, qui provenait de la porte carrée derrière eux, rétrécissait pour ne devenir à leurs yeux qu'un simple point lumineux. Elliot, qui, comme les autres membres d'équipage, ne s'était pas préparé à cette éventualité, fit part de son inquiétude. « Et s'il n'y avait rien ?
si on avançait comme ça dans le vide ? C'est possible, répondit Paul calmement en regardant avec concentration le noir absolu face à lui. Les détecteurs n'indiquent aucune modification particulière, ajouta Clark. Je pense qu'ils nous sont complètement inutiles dans cet environnement. Combien de temps pouvons-nous tenir dans ce vaisseau ? Avec le recycleur d'oxygène et les vivres que nous avons, nous pouvons tenir au maximum 5 mois, répondit Elliot. Pouvons-nous nous déplacer plus rapidement ? Demanda Clark. Nous sommes à notre vitesse maximale. Ce vaisseau est prévu uniquement pour les déplacements à l'intérieur d'un même système, répliqua Paul, qui fixait toujours le vide. Je pense qu'on peut retirer nos scaphandres, conclut Elliot. Après 7 jours de voyage, une lumière fut visible au loin. À mesure qu'il s'en approchait, il pouvait distinguer qu'il s'agissait de 4 lumières formant un carré sur une autre façade. Une seconde porte. La lumière ne laissait pas voir jusqu'où s'étendait la façade. L'enthousiasme fut aussitôt retombé lorsqu'ils la traversèrent et qu'à nouveau le vide absolu les attendait. Les jours passèrent. Le 6e jour après avoir franchi la seconde porte, une nouvelle lumière fut visible au loin. C'était une 3e porte. Le voyage continua, et les jours séparant les portes étaient de moins en moins nombreux. Les portes, quant à elles, étaient de plus en plus petites, et les façades métalliques semblaient se courber. S'agissait-il de sphères concentriques ? Le quotidien des 3 hommes consistait à rédiger leurs impressions et s'entraîner pour supporter de nouveau une pesanteur. Au 22e jour de voyage, seulement une vingtaine d'heures séparaient la 4e porte d'une nouvelle 5e. La façade de cette dernière était plus petite et formait visiblement une sphère qui avait les dimensions d'une planète. Elle laissait apparaître, elle aussi, une porte qui était aux dimensions d'un gros vaisseau. À l'intérieur se trouvait une sphère métallique particulière. Elle était entourée d'anneaux de différentes tailles entremêlés. La sphère était lisse et éclairée. Elle comportait des lumières, des portes et des hublots. Elle avait taille humaine. Tout semblait croire qu'il s'agissait d'un vaisseau. De par son allure originale, il était certain qu'il venait d'un autre monde. Paul invita ses partenaires à enfiler leurs scaphandres avec précaution. Le vaisseau d'exploration s'approcha d'une porte pour s'y amarrer. Celle-ci se modifia pour prendre la forme adaptée au vaisseau d'exploration. Les 3 hommes flottèrent jusqu'au sas de décompression. Lorsqu'ils arrivèrent dans le couloir les reliant au vaisseau-sphère, la porte de cette dernière s'ouvrit automatiquement. Une lumière éblouissante en sortit. Ils se regardèrent, puis Paul passa en premier. Chapitre 5 : La sphère. L'équipe entra dans une salle de taille similaire à leur sas de décompression. Elle était cependant blanche et aseptisée. La porte se referma pour ne plus être visible. Un signal lumineux clignota et les sons devinrent progressivement audibles pendant que l'air emplissait la salle. Une gravité progressive les fit tomber délicatement au sol. Elliot regarda l'indicateur sur l'avant-bras de son scaphandre. Environ 80% de diazote et un peu plus de 20% de dioxygène. De l'argon, du néon. Aucune forme de micro-organisme. Cet air nous est totalement adapté, tout comme la gravité. « Vous pensez qu'ils nous ont scannés ?» demanda Paul. « C'est bien plus étrange que ça, » rétorqua Elliot. Clark trouvait qu'il y avait en effet quelque chose d'anormal. Tout ce qui émanait de ce vaisseau sphérique lui semblait étrangement sobre, simple et sophistiqué et pourtant familier. L'intérieur de ce vaisseau avait pu s'adapter, tout comme il l'avait déjà fait lors de l'amarrage. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» interrogea Clark. Le vaisseau-sphère était déjà à notre proportion, clarifia Elliot. Une nouvelle porte, à l'opposé de la précédente, s'ouvrit. Elle laissait voir un couloir blanc, toujours de taille humaine. Paul entama la marche.
Les extraterrestres peuvent avoir notre taille. Allons-y. » Ils traversèrent le couloir, faisant une centaine de mètres, et arrivèrent au centre du vaisseau-sphère. C'était l'équivalent d'un centre de contrôle futuriste. Il était entouré d'hologrammes en 3 dimensions représentant des milliers de diagrammes, paramètres, cubes, avec des informations en une langue inconnue. « Vous y comprenez quelque chose ?» demanda Paul. « Ces symboles sont fascinants. Les voir ainsi en mouvement me rappelle un mélange entre plusieurs formes d'écriture !» s'exclama Elliot. L'attention de Clark fut captée par une représentation qu'il connaissait déjà. À un endroit se trouvait une carte de l'univers. Elle dépassait totalement les données actuelles. Elle était superposée à une infinité d'autres cartes d'univers différents, tous reliés les uns aux autres par les flots sombres régissant les mouvements des amas de galaxies. Un point noir se trouvait sur toutes les cartes, c'était l'horizon noir. Dans un coin se trouvait un tube à la verticale. Son contenu était trouble. On pouvait y deviner un corps figé. Lorsque Paul s'en approcha, il put distinguer un être, dans une combinaison fine et uniforme. Ses traits étaient légers comme effacés. Son visage semblait lisse et peu marqué, comme celui d'une poupée. Son ethnie n'était pas évidente, semblable à un métissage nouveau. C'était de toute évidence une femme humaine. Un malaise s'installa sur le visage de Paul. C'est une humaine. Cette carte représente ce qui sera notre univers dans plusieurs milliers d'années, dit Clark. Vous voulez dire qu'il s'agit d'une machine à remonter le temps ? Demanda Paul. C'est inconcevable et pourtant, il est impossible de nier l'évidence, répondit Clark. Elliot était subjugué par les associations de glyphes qui défilaient. Il tendit la main vers l'un d'entre eux. Les figures et paramètres s'évanouirent pour laisser place à une représentation schématique du vaisseau-sphère. Les anneaux qui l'entouraient commencèrent à tourner et un grondement sourd se fit entendre. Clark pouvait voir l'espace autour de lui se déformer et devenir récursif. Au même instant, les scientifiques présents sur le vaisseau cartographe virent l'anomalie se déformer puis disparaître. Elle dégagea une énergie si puissante qu'elle perturba l'essence même de la matière. Le super amas de galaxies dont était compris la Voie lactée fut détruit. Chapitre 6. Le rêve éveillé. Clark sortit de ses pensées. Il était toujours devant l'hublot de son laboratoire, à regarder l'exoplanète Aqua, éclairée par son soleil. Des rêveries, songea-t-il avant de retourner à ses calculs. Au même moment, la femme aux traits effacés, Aya, était en train de regarder le corps du scientifique enveloppé dans un caisson de vie. Des ondes stimulaient son cerveau, et ses yeux, bien que fermés, bougeaient. Elle se télétransporta au siège du Grand Conseil, laissant Clark aux mains des opérateurs. Dans un amphithéâtre, une centaine d'hommes et de femmes, tous aux traits effacés, vêtus de combinaisons uniformes, se levèrent pour l'accueillir. Un homme s'approcha du pupitre principal. « Aya, te voilà de nouveau parmi nous. » Grand orateur, j'ai échoué dans ma mission. Je n'ai pu découvrir l'origine du bouleversement de l'Aniakea. Je n'ai en effet pu sortir de mon caisson de cryogénie lors de mon voyage temporel. Ce retour non contrôlé a malheureusement provoqué la mort de 2 hommes de cette époque qui ont eu le courage de chercher à comprendre mon apparition. Le 3e a été placé dans une réalité virtuelle, simulant son époque. Il ne pourra jamais s'adapter à notre monde et devra vivre dans une illusion tout le reste de sa vie. Aya, nous savions que ton voyage allait forcément affecter le passé. Nous voulions même le changer. Mais ce que nous ignorions, c'est que c'est ce retour non contrôlé qui a provoqué la distorsion qui a bouleversé l'équilibre naturel de l'univers. Nous sommes nous-mêmes responsables de la destruction de la Terre et de la quasi-totalité de l'humanité de cette époque.